Aujourd'hui, on part à la rencontre de la ferme de Bassange. C'est une ferme qui se situe à Écublanc, juste à côté de l'EPFL. Elle nous a intéressés parce qu'elle est composée de 6 fermiers et fermières, mais qui ne sont pas tous issus du monde de l'agriculture à la base. Ils se sont décidés de se lancer dans cette aventure de production de légumes et de fromages de manière collective. Et puis on va un peu s'intéresser à leur parcours, comment est-ce qu'ils produisent leur nourriture, quels sont les défis, comment ça marche, puis on va passer une après-midi avec eux. Allez, suivez-moi. Alors moi j'ai fait un bachelor en sciences des médias et de la communication. Après j'ai fait un master en gestion d'entreprise. Je me suis spécialisée un peu dans la gestion des entreprises à but non lucratif. Et puis après j'ai bossé un peu là-dedans. J'ai fait de la gestion de projet finalement. Moi j'ai fait ingénieur agronome à EPIA, Genève. Ah oui, ok. Et du coup oui, là on était spécialisé, culture spéciale ça s'appelle aussi. En fait, la marèche et l'herbeau c'est de la culture spéciale. J'ai toujours eu un peu cet intérêt pour le monde agricole. J'avais déjà hésité à étudier ça quand j'avais dû faire un choix. Bon, finalement, je ne suis pas partie là-dedans, mais comme quoi ça m'a un peu vite rattrapée. C'est quoi un peu ton parcours Alors, je suis ingénieur en environnement. J'ai étudié à l'EPFL Sciences Ingénierie de l'Environnement. Mais j'ai beaucoup hésité avec l'agronomie. Et puis, donc, c'est vrai que j'avais fait un projet assez conséquent à Changin, à Agroscope, dans le cadre de mon master. Puis de fil en aiguille, j'ai trouvé un travail sur les sols, sur vraiment l'observation des sols et le conseil en lien avec les sols agricoles à l'Institut agricole du canton de Fribourg. J'ai fait ça pendant 5 ans. Et puis j'ai un peu baigné dans le monde agricole par ce biais-là. Et puis ça m'a fait une sorte de formation à l'agronomie et à l'agriculture. Donc c'est chouette. Ouais. Alors toi, Baptiste, tu as rencontré Clément à des cours à l'EPFL. Ouais, Clément et Tom, ouais. Puis du coup, t'as eu ce diplôme EPFL, master. Ouais, j'ai eu le diplôme. Pour chercher du job, j'avais pas envie de trop redépendre de nouveau de mes parents, donc j'ai bossé un peu en magasin de montagne à Lausanne. Et puis au bout d'un moment, je dis mais je pourrais vite m'enterrer ici, ça va pas. Bon j'ai recherché de nouveau du boulot quand même en environnement. Avec une période de chômage, je donnais pas le coup de main dans des fermes de copains, de cousins qui s'installaient. Et puis là, c'est là que je me suis dit, mais pourquoi pas l'agriculture. Du coup, j'ai trouvé un job, j'ai fait 1 an dans la même ferme comme ouvrier en maraîchage à côté de Grenoble, en France. Ça fait combien de temps que tu es dans le métier, du coup? Ça fait 18 ans. Avant la ferme de Bassange, tu bossais où? J'ai travaillé pas mal d'années en institution, comme paysan social, à but thérapeutique. Ouais. T'es la personne qui a la plus grosse activité pro à côté ouais. par rapport aux autres? Ouais. Alors, effectivement, moi je fais... merci. Effectivement, moi je fais encore un doctorat à côté de la ferme, en parallèle de la ferme, on va dire, pour le moment. Au début à 100%, maintenant plus qu'à 80%. J'ai pu diminuer un petit peu pour avoir un peu plus de temps à la ferme. Et je travaille dans la fonte des glaciers et les ressources en eau en haute montagne, donc c'est pas tout à fait lié à l'agriculture, mais il y a comme toujours ce lien à l'eau. C'est vrai que j'ai pas mal travaillé sur l'eau aussi dans le passé. J'ai travaillé aussi sur les systèmes d'irrigation en Afrique. Voilà. Donc j'ai toujours eu un peu ce lien avec l'eau. Et puis c'est aussi un peu via ça aussi que j'ai eu cet intérêt pour cette ferme-là. Ouais. Tom et les autres membres ont monté ce projet pour produire une variété de légumes et de fromages pour alimenter la région. On offre à la fois du maraîchage, des légumes vraiment de toutes sortes. On a aussi du fromage de brebis, fromage frais qu'on fait depuis maintenant 1 année. Cette traite-là, on va l'utiliser pour faire un fromage à pâte dure. C'est un fromage de garde qu'on va affiner après en cave pendant environ 6 mois. Et merci ma belle. Et puis après, on fait aussi des fromages lactiques. Donc ça c'est fromage frais. Ça c'est ce qu'on faisait déjà l'année passée. On fait aussi quelques grandes cultures. Donc l'année passée, on a fait du maïs polenta, du sarrasin, du millet, du tournesol qui s'est fait manger par les oiseaux. Cette année, on fait du blé ancien. On a quelques fruitiers aussi, donc des cerisiers, cognassiers, poiriers, pommiers qui étaient déjà là.
Donc ça reste anecdotique sur l'ensemble de notre production, mais on a planté pas mal. Donc d'ici quelques années, on devrait avoir de la production de fruits et également de petits fruits. On a planté des baies, on a mis aussi de la rhubarbe. Donc on vise vraiment quelque chose de bien diversifié. Alors du coup, ici, ils ont développé un espace de vente en libre service. Donc en fait, tu peux venir acheter des légumes et du fromage quand tu veux, même à toute heure de la journée et de la nuit. On fait essentiellement des marchés à la ferme. Devant la ferme, on vend nos produits une fois par semaine. Donc quand on a des gros volumes, des invendus, on collabore aussi avec les cafétérias de l'UNIL ou de l'EPFL. C'est des choses qu'on a faites. Spontanément, des fois avec des restaurants. Et puis assez régulièrement avec des épiceries bio comme la Brouette, comme un arbre, qui peuvent nous prendre ou pas selon les stocks qu'ils ont déjà. Certaines choses qu'on a en grande quantité, ça peut être des haricots, des courgettes, des concombres, ce genre de choses. D'un intérêt commun pour l'agriculture, Tom, Baptiste et Clément sont à l'origine du collectif. Leur proposition doit être une agriculture biologique, décarbonée et écologique. Nous, notre vision, je crois, c'était vraiment le maître mot, c'est l'autonomie. Donc c'était un maximum d'être autonome en intrants, on va dire, donc pas utiliser d'engrais chimiques. Bon, déjà ça, on n'a pas le droit en bio. Pas utiliser de produits phytosanitaires non plus. Aussi au niveau du carburant, un maximum. Donc c'était aussi le choix de la traction animale, de ne pas utiliser de carburant fossile dans la mesure du possible. Fonctionner un maximum en cycle fermé. Donc l'exemple, c'est le foin qu'on donne aux brebis. Ce qui n'est pas mangé par les brebis, on le donne aux chevaux, ce qui devient notre carburant. Et puis le petit lait issu de la fabrication du fromage, on le donne aux cochons, par exemple. Donc c'est vraiment fermer un maximum les cycles dans tous les sens et pas avoir de déchets, valoriser un maximum tout ce qu'on peut. Donc ça, je pense que c'est un peu une ligne directrice de notre projet qu'on partage toutes et tous. Après avoir remporté ce concours en novembre 2019, ils investissent les lieux progressivement depuis février 2020. Ça évite du coup qu'ils mangent de l'herbe trop riche. C'est vrai que ce projet de ferme est arrivé un peu soudainement. En fait, en tout cas, j'avais pas. C'est vrai que c'était une idée qu'on avait avec pas mal de potes d'ici déjà de longue date, un peu une fois d'essayer de trouver un projet un peu communautaire, trouver un endroit où on pourrait aussi avoir de la terre et tout ça. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais imaginé que ça viendrait aussi rapidement. Alors la ferme, le corps de ferme et la parcelle autour appartiennent à l'EPFL. Les deux autres parcelles qu'on a appartiennent à l'UNIL. Et dans les deux cas, on a un loyer symbolique d'1 franc. Donc on a un certain nombre d'exigences aussi, les aspects paysagers, les aspects du patrimoine bâti. Donc en fait, toutes ces contraintes-là font qu'on a peut-être un peu moins de marge de liberté. Enfin, je pense que les hautes écoles ont trouvé juste de faire des loyers, on va dire, symboliques, en fait, à ce niveau-là. Il y a eu la projet qui est sortie, puis là, on s'est dit, allez, pourquoi pas. Et moi, clairement, c'était clair que je voulais bosser à 100% à la ferme. Dans le sens où, pour moi, c'est plutôt un mode de vie. Parce que les autres, en fait, il faut savoir qu'ils ne travaillent pas tous à 100%. Il y en a quelques-uns, vous êtes 3. Alors, cette année, on est 2 à 100%. Puis là, depuis avril, il y a une collègue à 80 et un collègue à 60. Et puis Mélo, elle est à 40 en fait. Ouais. Du coup, c'est vrai que je pense que, vu que avec mes années d'expérience, j'ai un peu le rôle de la vision d'ensemble. Donc là encore, pendant quelques temps, il va falloir que je sois là à fond. Ouais. Puis c'est bien. Je fais le liant. Ouais. Le liant de l'affaire, le liant de la soupe. Trop bien, merci. Et que justement, on essaie de faire un changement par rapport à des fermes plus traditionnelles ou qui sont généralement gérées par monsieur et madame, on va dire, quoi. Où vraiment on essaie d'être plus en complémentarité et puis du coup d'avoir des taux d'activité qui sont aussi variables. Il fallait trouver un fonctionnement qui marche pour tout le monde. Donc c'est vrai que ça passe par beaucoup de communication. En effet, leur organisation horizontale leur permet de s'ajuster aux besoins de chacun et chacune qui sont en perpétuelle évolution. La première année, j'étais à fond ici parce que j'avais envie de me mettre à fond dans le projet et puis d'apprendre.
Et puis, c'était un peu beaucoup pour moi. Du coup, en cette deuxième année, je me suis dit, je vais un peu réduire. Donc, je suis là à temps partiel. Et puis, je suis en train de regarder pour quelque chose d'autre à côté pour trouver un peu mon équilibre. La force du collectif, pour moi, elle est là, justement. Ça veut dire que tu peux faire un projet comme ça tout en ayant une vie quasi normale, en fait. Moi, c'est vraiment la raison pour laquelle je fais ce projet en collectif. Parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus difficile de porter un projet à plusieurs, il faut se mettre d'accord, etc., etc. Mais il y a des gros avantages aussi. Et pour moi, ça, c'est le plus gros avantage. Ce mode de vie a également attiré Ivana, une ingénieure agronome qui est venue compléter le collectif. Et salut Ivana. Hello Caro. Du coup, ça fait combien de temps que tu habites sur la ferme? Alors maintenant, ça fait 2 mois, plus ou moins, que j'habite à 100%. Parce que du coup, moi je viens de Fribourg et j'ai ma petite vie fribourgeoise de base. Ok. Et ouais. Du coup, tu as quitté ta vie fribourgeoise pour venir t'installer à Écublens. Voilà, pour quelques mois. Ouais. Là, je garde encore mon appartement à Fribourg, que je sous-loue. Parce que financièrement, c'est un peu difficile de bosser à la ferme et puis de garder l'appart, quoi. Ouais. Donc voilà, c'était un peu un entre-deux pour que ce soit ok que je vienne bosser là, tout en justement en gardant quand même un peu ma petite fille à Fribourg, quoi. Parce que du coup, ici, c'est assez spécial quand même. Vous vivez en collectif, donc à la fois vous partagez des moments de repas, de partage et tout ça, mais aussi de réunions, de planif et de travail. Exact. Puis du coup, qu'est-ce que tu penses un peu de ce mode de travail, justement? Bon, moi, je trouve assez cool de ne pas avoir de patron déjà. Ouais. Mais après, je pense que t'as des bons et des mauvais côtés dans les deux et puis il faudrait faire un peu un mix des deux. Mais je pense c'est clair que ça prend plus de temps de prendre des décisions quand on est tous au même niveau parce que je pense que des fois on a un peu de la peine à trancher en fait. C'est vrai que ça passe par beaucoup de communication, Ouais. chose qu'on n'est pas forcément toujours extrêmement bon. Ouais. Enfin, c'est quelque chose qu'il faut vraiment apprendre en fait, la communication, et puis apprendre à déjà se connaître, et puis à toujours prendre les choses trop à cœur, et puis à écouter aussi, beaucoup aussi d'écouter les autres, et puis dire quand les choses vont pas bien, ce qui n'est pas toujours facile non plus. Mais comment vous faites pour vous répartir la charge de travail en collectif comme ça? Est-ce que c'est un truc que vous décidez toutes les semaines ou comment vous faites? Il y a dans le décisionnel, on a une réunion hebdomadaire où on a un peu tout ce qui nous vient, niveau demande, niveau collaboration, niveau... surtout demande et collaboration, où là on se répartit les tâches, qui contacte qui répond à qui fait quoi. Et puis après on fait le point chaque matin en fait pour savoir donc concrètement, puis ça c'est un peu plus adaptable parce que ça va plus dépendre de la météo typiquement, dire aujourd'hui c'est la bonne journée pour aller travailler le sol, désherber, planter telle chose. Et puis ça on se répartit vraiment les tâches le matin, on fait une liste de tout ce qu'il y a à faire dans la journée. Ouais. Et puis souvent c'est à la demi-journée, on fait ce matin qui fait quoi, et puis à midi, comme tu viens le voir, c'est un peu y a tout ça à faire encore, donc qui fait quoi. Et puis de manière plus stratégique, on a aussi une réunion mensuelle, où là c'est vraiment les grandes lignes, où est-ce qu'on veut aller, niveau communication, niveau commercialisation, niveau finance, donc là c'est vraiment des thèmes un peu plus de fond qu'on aborde sur ces réunions mensuelles. De toute façon, c'est une réalité. Tu dois faire des réunions, mais c'est clair que moi j'aimerais qu'on fasse des réunions peut-être plus rapides ou qui soient plus efficientes et tout. Mais je pense que ça c'est aussi un truc qui vient avec le temps. Et puis vu qu'on est en train de s'installer, il y a 1 million de choses à discuter. Et du coup, ça prend du temps. Et c'est vrai que des fois, vu que tu passes déjà toute la journée à bosser et tout, de encore faire une réunion le soir, des fois ça fait beaucoup, quoi. Ça fait des très très longues journées, quoi. Ouais. Mais après elles sont nécessaires, quoi. Parce qu'il y a certains membres du coup qui aiment bien cette idée de vivre ici, de travailler ici et ouais, tout. c'était un peu la base en fait du projet. C'est clair que quand il y a eu l'appel à projet et puis que tu as quand même la possibilité de pouvoir habiter entre guillemets gratuitement, c'est clair que c'est quand même assez intéressant, quoi. Après moi depuis le début j'ai toujours dit moi j'ai mes trucs à Fribourg et je voulais garder. Ouais. Parce que j'aime bien être à Fribourg. Après j'adore bouger donc ça me va très bien d'être là et tout. Il y a aussi de l'équilibre, tu vois, effectivement, de sortir de ce carcan. Ouais. Pourquoi c'est un carcan?
Regarde déjà physiquement la ferme, c'est en forme de carcan. C'est vraiment, t'es un peu dans ta bulle comme ça. Ouais, puis le fait que tu travailles beaucoup. Du coup, ça fait que même si tu veux pas, être dans un carcan, donc tu es beaucoup là, donc t'es beaucoup moins dehors avec les gens qui sont à l'extérieur. Enfin, tu fais beaucoup moins de choses à l'extérieur. Avoir des gens qui ont aussi les revenus de l'extérieur, ça permet de mettre un peu moins de pression sur les besoins économiques de la ferme, tout en étant quand même une main-d'œuvre un peu bonus, quoi. Un tel modèle et une bonne communication entre les membres permet même de négocier les salaires. Les conditions de travail sont donc étonnamment flexibles. On est associés gérants les 6 de notre SARL. Donc on est aussi on est 5 à être employés par la SARL, donc on reçoit un salaire de la SARL. Ouais. La grande patronne. Et puis du coup chaque fois on adapte le salaire un peu à la période, quoi. Est-ce que c'est une période où on a l'aspect financier, est-ce que c'est OK avec le compte? Aussi moi je suis arrivée, j'avais un peu plus de besoins financiers. Après là je me rends compte un coup, finalement j'en ai un peu moins, donc peut-être on va baisser un peu les salaires. Et puis finalement ce qui compte aussi c'est qu'on coule pas la SARL, quoi. Ça c'est le gros truc, quoi. Après c'est clair, on bosse une donc l'idée c'est aussi qu'on soit quand même rémunéré, quoi. Ouais, c'est clair. Mais c'est pas des gros salaires. Ouais. Et puis justement on a une part, c'est la vente des produits de notre ferme, ou bien les abonnements de paniers de légumes. Après il y a une autre part, on a aussi des paiements directs qu'on reçoit, parce que la SARL a le droit de toucher les paiements directs parce qu'on est 2 à avoir la capacité agricole. Ouais, donc les paiements directs, juste, c'est les subventions que l'État vous reverse. Voilà, ouais. Exact. En effet, seules certaines structures juridiques ont accès à ces paiements directs. En Suisse, c'est le cas des entreprises individuelles, des sociétés anonymes et des sociétés en non collectif. Avec une SARL, on n'est pas, nous les individus liés à la ferme, c'est vraiment la SARL qui est liée à la ferme. Puis finalement, si quelqu'un, dans un an, a envie de partir, libre à lui de partir et de retrouver peut-être quelqu'un pour le remplacer. Comment vous voyez la suite, un peu sur le long terme? Effectivement, on a un bail de 6 ans, un contrat de 6 ans avec l'université et les PFL. Donc ça, c'est un peu notre première échéance, on va dire, où on s'est dit, on imagine le projet pour 6 ans, sachant qu'il y a pas mal de chances que, si tout se passe bien, on puisse le reconduire pour certainement 6 ans supplémentaires. Mais on s'est tous un peu fixé dans la tête ces 6 années comme un peu la période un peu minimum où on pense être là. C'est vrai qu'à terme, l'idée c'est quand même de complexifier de plus en plus l'organisme agricole. Donc de le rendre de plus en plus complet et complexe pour l'équilibre de l'ensemble. Et du coup, vous avez deux magnifiques animaux avec vous. C'est quoi pourquoi vous avez choisi de prendre des animaux et puis En fait, l'idée, c'était de pouvoir travailler en traction animale dès le début. Donc, l'idée de la traction animale, c'est de nouveau d'avoir cet aspect un petit peu d'autonomie et d'essayer d'avoir une ferme où finalement chaque élément de la ferme a un rôle dans l'ensemble, en fait. Créer une sorte d'organisme vivant un peu. Et du coup, l'idée, c'était pour vraiment faire de la traction animale, donc pouvoir travailler le sol avec des chevaux. Ça a plusieurs avantages. Déjà, un tracteur, ça coûte relativement cher en entretien, à l'achat de départ. Et on a des surfaces maraîchères qui sont assez faibles. Donc, en fait, avoir un tracteur pour des surfaces aussi petites, ça fait assez peu de sens. Ou alors, il faudrait avoir un tracteur partagé avec d'autres fermes, ce qui est faisable. Ça permet aussi d'avoir moins de pression sur le sol quand tu travailles au champ. C'est que les tracteurs, c'est lourd, ça va avoir tendance à compacter le sol. Et du coup, avec des chevaux, on a moins ce problème-là. Et un cheval, on peut le nourrir avec ce qu'on produit sur la ferme. Donc on est vraiment autonome à ce niveau-là de nouveau. Et puis, il y a aussi toute une relation humaine ou animale, je sais pas comment on dit, avec ces animaux qui sont pas la même qu'avec un tracteur, quoi. Oui. Faut être voilà. Si on veut moins de tracteurs dans les champs, il faut plus de gens dans les champs. Et je trouvais ça hyper juste parce que c'est clair, nous on a choisi d'être un peu moins mécanisés. Mais du coup, tu fais une petite truc à la main et puis ça prend du temps, ça te prend de la force. Donc plus t'as de monde à aider, plus la tâche elle passe rapidement. Et ça c'est clair, quoi. Ouais, c'est clair. À la ferme de Bassange, on ose valoriser et tester des savoirs traditionnels.
Nous avons notamment découvert leur technique utilisée pour les chambres froides. Je peux vous montrer les différentes étapes et couches. Vu qu'on est encore en cours de travaux, c'est parfait pour ça. Du coup, là on voit encore un petit bout de paille nu. Ouais. On a corrigé les gros trous avec du torchis, donc c'est un mélange terre-paille avec quand même pas mal de terre. Peut-être 15-20% de terre pour le reste de paille. Et puis par-dessus, on a cet enduit de corps qu'on voit ici, là. Donc là, c'est à peu près 3 cm en moyenne de terre qu'on a mélangé avec du sable pour pas qu'elle craquelle trop quand elle sèche. Puis ça, quand c'est ça qu'on ajoute, ça dépend de la terre qu'on a. Nous, on a pu utiliser la terre de juste là, parce qu'il y a dû y avoir une fouille de fait, donc il y avait de la terre en trop. Donc on a directement utilisé cette terre-là, donc il n'y a pas eu de transport. On va aller 30 mètres à vol d'oiseau. Et donc là, il y a un volume de terre, un volume de sable, un tout petit peu de chaux pour alcaliniser un peu le mélange, puis que la paille au contact, elle pourrisse un peu moins. Et puis, c'est là-dessus qu'on va mettre une fine couche de chaux sable d'à peu près 1 cm. Donc voilà. Ça, c'est pour l'extérieur. Et puis pour l'intérieur, par-dessus l'enduit de corps, donc ce qu'on voyait juste là à l'extérieur, on a fait ce qu'on appelle un stuc. Donc un stuc, c'est un mélange de poudre de marbre et chaux, moitié-moitié, quasiment. Et puis, et du coup, d'avoir quelque chose de vraiment très lisse, et du coup, qui est lavable à l'éponge, et en même temps quand même respirant. Est-ce que ça aurait été pas plus rapide pour vous d'acheter des containers chambres froides déjà tout faits, comme je sais pas, les restaurateurs, ou de l'installer directement Complètement. Là, le gros frein à ces techniques-là, c'est la main-d'œuvre. Au niveau du prix des matériaux, c'est relativement bas, mais le temps de mise en œuvre est clairement plus important. Ouais. Mais pourquoi vous avez fait ça alors ? Si ça prend plus de temps et tout ? C'est vraiment une histoire de dire, si on peut se passer de polyuréthane, c'est encore un produit dérivé du pétrole qu'on peut se passer. Puis c'est moins d'énergie. Et puis surtout, à la fin, disons que ça marche pas, disons dans 2-3 ans ça a pourri. Là, on se retrouve avec de la paille pourrie, du bois et de la chaux. Donc globalement, maintenant, c'est du calcaire. Complètement inerte et voilà. Et on aura perdu du temps, mais finalement, on aura appris plein de trucs. Donc au final, ouais. on a que des déchets qui sont faciles à gérer. On a déjà un soubassement en maçonnerie, on peut venir mettre des parois en polyuréthane et tant pis, on aura essayé. Mais si ça fonctionne, potentiellement on a des murs qui peuvent durer hyper longtemps, aussi longtemps que le polyuréthane, c'est pas un souci, mais qu'on demandait peu d'énergie à être fabriqués et qui demanderont très peu d'énergie et qui pollueront très peu en fin de vie. Quand tu travailles en tant que paysan, c'est que tu vois une diversité de choses, c'est assez incroyable. Et puis là, quand je dis une diversité de choses, je prends aussi en compte tout ce qui est administratif. C'est vraiment de A à Z. Tu découvres pas mal de choses. Pourquoi j'aime ce métier ? Parce que c'est le plus beau métier du monde. Parce que c'est pas un métier, mais c'est 100 métiers, 1000 métiers. Tu fais tout. T'es en lien avec tout, t'es en lien avec le cosmos, avec le zénith, le nadir, la terre, l'air, tous les éléments, avec le vivant en permanence. Tu sais jamais ce que tu vas faire en fait, parce que tu dois toujours adapter aux conditions extérieures, aux événements. Avec les animaux, tout d'un coup ils s'échappent, il faut leur courir après. Il y en a un qui peut être malade, il faut en prendre soin. Puis c'est toujours différent, même si c'est toujours la même chose en fait. 2 fois par jour, on fait la traite, matin, soir, à la même heure. Mais en fait, c'est toujours différent. Le travail au champ, ça te ramène un petit peu les pieds sur terre, quoi. Ça veut dire que, ouais, souvent, je me suis surprise moi-même à penser, mais que de fioritures, quand je reverse dans l'autre monde, je me dis, mais en fait, on se prend la tête souvent pour beaucoup de choses, alors que il y a des choses tellement plus basiques et plus nécessaires. Et puis ouais, ça m'a vraiment fait cet effet-là en fait. Et je m'attendais pas à ça, mais voilà. La ferme de Bassange contribue à relocaliser et désindustrialiser notre agriculture. Cette initiative à taille humaine permet d'imaginer notre production autrement, dans le respect de ses membres et des écosystèmes.
De telles innovations sociales peuvent émerger grâce au soutien d'institutions publiques. Aujourd'hui, ces incitations financières sont nécessaires pour permettre à d'autres projets d'apparaître et de durer dans le temps.